Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à Chemin Critique. C'est avec un grand plaisir que je vous retrouve aujourd'hui pour ce numéro. Un numéro pour moi spécial parce que nous allons traiter d'une matière énorme, une matière abondante. Créée après la Seconde Guerre mondiale pour maintenir la paix dans le monde, les Nations Unies constituent aujourd'hui, en termes d'organisation humaine, la plus grande organisation au niveau de notre planète, celle qui rassemble toutes les nations et qui permet ainsi chaque année à tous les pays du monde de se faire une idée exacte de comment la paix évolue dans le monde. Notre pays a adhéré aux Nations Unies à l'issue de l'indépendance de 60. Ça fait 63 ans que nous sommes indépendants. Ça fait 63 ans que nous sommes aussi membres des Nations Unies. Et les Nations Unies ont agi. Elles ont agi sur le Congo grâce aux résolutions prises depuis 1963. Depuis 1963 ans, voulais-je dire. Et à ces jours, une comptabilité nous est aujourd'hui offerte. 156 résolutions ont été prises. Comment comprendre ces résolutions? Qu'est-ce qu'elles voulaient dire? En avons-nous profité? Avons-nous compris la vision du monde par rapport au Congo? Voilà la thématique centrale d'un ouvrage qui vient d'être publié et qui a fait ce que nous pouvons dire les buzz littéraires de la semaine passée. Ils étaient tous là pour voir se baptiser un ouvrage important, publié en 3 tomes, ouvrage écrit par Julien Paluku Kaongia, que l'on ne présente plus, actuellement député élu et ministre intérimaire au niveau le ministère de l'Industrie. C'est un ouvrage qui est publié en 3 tomes. Les 3 tomes ont été lui présentés par un autre monument, un scientifique confirmé, mais aussi un homme politique avec la hauteur et la profondeur nécessaire. Ce livre a été donc présenté par le professeur Émile Bongeli, qui est l'invité de ce jour. Bonsoir professeur. Bonsoir. Merci d'être venu sur ce plateau, de nous honorer de votre présence. Vous n'êtes plus à présenter parce que vous faites partie, je peux dire un peu, du décorum scientifique de ce pays. Quand on parle des sociologues, quand on parle des hommes politiques au langage franc, quand on parle des scientifiques aguerris, on ne peut pas en parler sans vous citer. Vous avez donc accepté de présenter cet ouvrage qui a été préfacé par Vital Kamerhe Lwakanyingi Nikingi, ancien vice-premier ministre de l'économie, élu de Bukavu, et un homme politique dont on ne présente plus aussi la figure. Donc 3 hommes se sont mis pour l'accouchement de cet ouvrage. Vous étiez l'accoucheur. Vous l'avez fait venir au monde et vous l'avez accepté. Professeur, un ouvrage de 3 tomes, comment on accepte une telle difficulté? Comment vous avez accepté de lire tout ça et d'en faire une présentation mondiale? Qu'est-ce qui vous a pris? C'était quoi la petite histoire? Merci beaucoup. Lorsque Julien Paluku, l'auteur, m'a sollicité pour lire et présenter son livre, j'étais d'abord content parce que c'est une confiance qu'il me fait parmi tous. Et
j'étais surtout surpris, très agréablement surpris, n'est-ce pas? Ce que j'ai eu une agréable honte, n'est-ce pas? Ouais. De découvrir ce travail gigantesque. Requin a noté de toutes les résolutions de l'ONU depuis 60, c'est-à-dire avant la naissance même de Julien, de l'auteur, jusqu'à 2023, au moment où il occupe des hautes fonctions. Donc ce sont des résolutions qui ont été écrites avant sa naissance, au moment où il n'était pas là, enfin il n'était pas dans la rédaction, et à un certain moment aussi, il était impliqué, parce que vous savez qu'il a eu 12 années de gouverneur dans une province très agitée, le Nord Kivu, et donc il a eu à coopérer avec ces instances de l'ONU. Alors, quand je dis une agréable honte, parce que il nous fait une leçon. Moi qui vous parle, n'est-ce pas, j'ai toujours eu des idées négatives sur l'ONU. Mais je découvre que cette ONU-là a fait beaucoup, n'est-ce pas? Au moins a eu des intentions nobles À l'endroit de notre pays. Le pays, mais que moi-même j'ignorais ces résolutions, n'est-ce pas? Je ne pensais pas que cette matière existait. Et il m'a donc rappelé que, avant de parler de quelque chose correctement, il faut d'abord, n'est-ce pas, l'approfondir, n'est-ce pas? Même à un âge avancé, on apprend toujours. Et donc, j'ai donc pris cette patience de feuilleter ce livre, qui est un livre en fait de l'histoire politique, de l'existence même, parce que l'ONU commence par reconnaître l'existence de notre pays à l'indépendance, déjà le 7 juillet, n'est-ce pas? Et jusqu'en fin 2023, l'ONU continue à s'occuper de notre pays. Il y a eu une période où il n'y a pas eu de résolution. C'est la période, n'est-ce pas, de 68 à 98, pendant 30 ans, parce qu'il n'y avait pas de crise majeure, n'est-ce pas? Mais pendant tous les moments de crise, l'ONU était là, avec ce qu'il a fait, n'est-ce pas? Des résultats bons et des résultats mitigés. Et malheureusement, nous les chercheurs, dont moi-même, nous avons toujours pris le mauvais côté. Et Julien nous rappelle qu'il y a beaucoup de résolutions qui ont été prises et qu'il nous appartenait à nous, comme élite de ces pays, n'est-ce pas, de les approfondir et de savoir quoi en faire. Parce que quand une résolution de l'ONU est donnée, il faut qu'il y ait un lobbying, n'est-ce pas? Il faut qu'il y ait des activités pour pouvoir les implémenter. En tout cas, prof, nous allons y aller progressivement pour découvrir un tout petit peu votre ressenti, parce qu'il est important. Mais laissez-moi lire et révéler peut-être la première résolution. La toute première. Elle est prise en 1960. C'est la résolution 1474. Donc 1460, comme on dit en bon français, 74. Oui. Alors, l'Assemblée générale des Nations Unies a examiné l'instabilité qui n'avait pas tardé à survenir en République du Congo au lendemain de la proclamation de son indépendance. Elle a de ce fait jugé essentiel de prêter son assistance au gouvernement central de ce jeune État. L'objectif primordial était de protéger le pays, de favoriser le bien-être de son peuple et de sauvegarder la paix internationale. Ainsi, elle a demandé à tous les États de s'abstenir de toute action de nature à empêcher le rétablissement de l'ordre public et de l'exercice de l'autorité du gouvernement de la République du Congo. L'Assemblée générale a eu en outre souligné le devoir de s'abstenir de toute action susceptible de saper l'unité, l'intégrité territoriale et l'indépendance politique de ces nouveaux venus dans le concert des nations. Déjà, à la naissance, nous avons été frappés par ces risques d'instabilité. Oui, justement, je voulais d'abord, avant de faire un commentaire là-dessus, Oui. montrer que le travail est gigantesque, le travail fait par l'auteur. C'est-à-dire chaque résolution
à chaque résolution, il explique les conditions, n'est-ce pas, dans de la lesquelles prise. On a pris de des la prise, voilà. Et avec ça, donc, il fait une histoire politique de ces pays, n'est-ce pas, telle que le monde nous voit et telle que l'impression que nous donnons au monde et ce que le monde voit en nous. Alors, comme vous le savez, n'est-ce pas, notre indépendance a été acquise dans les conditions que nous connaissons tous. Un pays non préparé, n'est-ce pas, sans cadre, sans intellectuel, enfin sans universitaire, et sans, contrairement aux autres nations qui avaient... aux autres nations, n'est-ce pas? Vous voyez par exemple les Français, il y avait un esprit francophone, n'est-ce pas? Les Anglais, il y a un esprit anglo-saxon, alors que nous, n'est-ce pas, la Belgique, divisée elle-même en deux nations, n'avait pas suffisamment, n'est-ce pas, de force pour pour nous imprimer une philosophie, n'est-ce pas, de gestion publique. Et d'ailleurs, les Belges avaient leur slogan, n'est-ce pas, pas d'élite, pas d'ennui. Pas de problème. Alors, vous savez que le Congo lui-même est une création de la communauté internationale, n'est-ce pas, à la conférence de Berlin. Conférence de Berlin. Il y avait 14 puissances de l'époque, et toutes ces 14 puissances, chacune se croit en droit, n'est-ce pas, d'intervenir sur le Congo, parce que c'est grâce à sa signature aussi, n'est-ce pas, que le Congo existait. Voilà. Alors, à partir de ce moment, en 60 déjà, il y a eu ces forces centrifuges, n'est-ce pas? Et il fallait tout faire pour maintenir l'unité du pays. D'ailleurs, comme vous le savez, 11 jours seulement, après, c'était 11 jours je pense, n'est-ce pas? Oui. Il y a eu la grande sécession katangaise, suivie peu après du Sud Kasaï. Du Sud Kasaï, et il y a eu un chaos général dans presque tout le pays, n'est-ce pas? Et tout ce qui s'est passé, il y avait toutes les forces internationales, n'est-ce pas, qui étaient en train de se diviser des zones d'influence. Et donc, l'ONU, dès le départ, a pris cette résolution, n'est-ce pas? Donc, voilà. L'ONU avait conscience que ce pays était menacé d'implosion. Voilà. Donc, la plus grande menace qui pèse sur le pays, c'est justement le risque d'implosion. Et jusqu'aujourd'hui, n'est-ce pas, nous continuons à courir ces risques. Et si nous avions tenu compte si plutôt nous revoyons l'histoire du pays, vous savez, nous disons Congo pays solution. Mais comme on enseigne mal l'histoire du pays à nos enfants, nous ne savons pas que ce pays est véritablement un pays solution. Quand on avait besoin des esclaves, on venait les prendre ici. Quand on a inventé les véhicules, on avait besoin de pneus gonflables. On est venu chercher les VA ici. Non, pas les VA. Les VA est venu après, mais c'était le caoutchouc sauvage, n'est-ce pas, qui était très dur à récolter. Et il y a eu des mains coupées, n'est-ce pas, des personnes qui sont mortes pour ces opérations-là. Quand on avait besoin, à Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale, on avait besoin de cuivre, n'est-ce pas? On est venu le chercher ici. On a terminé la Deuxième Guerre avec l'uranium puisé ici, le coltan pour la fabrication des téléphones, encore une fois ici. Et aujourd'hui, il y a la guerre du cobalt pour les batteries de voitures électriques. C'est toujours ici. C'est toujours ici. Donc c'est un pays qui présente des enjeux qui font que, n'est-ce pas, la stabilité de ce pays, la vraie stabilité, c'est aussi nous-mêmes. C'est nous-mêmes, n'est-ce pas, qui devons comprendre, qui devront réécrire notre histoire, l'enseigner à nos enfants, n'est-ce pas, consolider l'unité. Je prends un exemple, n'est-ce pas, Léopold II a imposé pour créer ce pays, n'est-ce pas, les territoires qu'on appelle aujourd'hui Congo, par des soldats dont la plupart ont été recrutés à l'Équateur, et l'argent qui a servi à financer, n'est-ce pas, l'implantation de l'industrie minière, extractive minière du Katanga, n'est-ce pas, c'est sorti de la cueillette de
Pointe d'Ivoire, du caoutchouc rouge, de l'or, n'est-ce pas, dans les zones forestières du pays. Et la main-d'œuvre qui a servi là-bas, c'était recrutée au Kasaï, au Kivu, n'est-ce pas? Et donc, ce pays, nous l'avons construit ensemble. Et que nous avons donc ce devoir-là de le protéger ensemble. Professeur, vous avez pris la parole lors du vernissage de cet ouvrage, vous présentez cet ouvrage. Et nous voulons quand même demander à la régie de nous replonger un tout petit peu dans l'ambiance. Nous allons vous suivre encore, mais cette fois-ci, nous sommes à l'hôtel, je crois, Fleuve Congo, où vous avez pris la parole. Nous allons prendre un petit extrait, on ne va pas tout prendre, mais juste pour que les gens se rendent compte de l'ambiance qui a régné, mais surtout de la pertinence de vos propos. Suivons. Honorable Excellence, collègues et tous les compatriotes et tout le monde, je vous salue et je vais vous faire le résumé de cet ouvrage de Julien Paluku Kahonge, JPK. Et JPK fait aujourd'hui avec cet ouvrage qui est précédé par le Nord Kivu entre démocratie et guerre, dont a parlé mon collègue Kisangani, il fait son entrée dans le cercle restreint de chercheurs et analystes engagés dans l'action intelligente contre les défis multiples qui gangrènent le pays, dont spécialement les défis sécuritaires. Je le remercie de m'avoir choisi comme présentateur et lorsqu'il m'a soumis cet immense ouvrage de plus de 800 pages répartis en 3 tomes tricolores, je fus à la fois agréablement et honteusement impressionné à plus d'un titre. D'abord, agréablement parce que j'avais la fierté de voir un homme politique s'intellectualisant, pour utiliser le terme de mon collègue, et c'est-à-dire il s'intéresse à la recherche et à une recherche féconde et fécondante. Ensuite, n'est-ce pas? Et moi-même, je comprends que je n'étais qu'un criticiste, c'est-à-dire vous critiquez quelque chose sans avoir des éléments sur lesquels baser votre critique. Et c'est ce que je lui ai appris au cours des méthodes de recherche, n'est-ce pas? Et il m'a rappelé que vous-même, vous n'appliquez pas. Merci beaucoup, comme on le dit souvent, n'est-ce pas? Mwanamouke, Mokolope, voilà. C'est pour dire qu'on apprend tous les jours. D'aucuns diront que cette œuvre, il ne s'agit que d'un recueil de textes. Oui, il s'agit d'un recueil, mais un recueil annoté. C'est-à-dire, pour réaliser un recueil de résolutions adoptées et daté d'avant sa naissance, n'est-ce pas? En 1960, il n'existait pas encore, jusqu'à l'époque où il exerce de hautes fonctions politiques. En les annotant chacune est une tâche qui me semble plus compliquée que coucher sur papier ses propres idées. C'est cet exploit que vient de réaliser JPK. En effet, pour annoter les résolutions concernées ici, couvrant toute l'histoire postcoloniale de la RDC, soit avant lui, sans lui et avec son implication. N'est-ce pas? On nous a dit, on nous a lu ici sa biographie, n'est-ce pas? On a vu qu'il a été de toutes les rencontres durant tout son mandat. Il a donc fallu que l'auteur lise toutes les résolutions adoptées sur la RDC par l'instance internationale suprême, les restitue dans le contexte historique de leurs prises respectives, avant de les annoter par des commentaires contextualisés et donc appropriés. C'est donc un travail d'historien multidisciplinaire
de la politique, des relations internationales et des affaires humanitaires qu'il nous présente ici. La valeur ajoutée de cet ouvrage est qu'il est d'abord écrit par Julien Paluku Kahongya, n'est-ce pas? Nous le savons, on nous l'a dit ici, qui a dû lui-même collaborer avec la représentation onusienne pendant ces 12 années de gouvernorat agité dans une province du Nord Kivu secouée à l'extrême. L'autre avantage, c'est d'avoir été préfacé par mon collègue, n'est-ce pas? Mon désormais collègue, grâce à l'arrêté que vous avez évoqué ici, n'est-ce pas? Vital Kamerhe est connu mondialement comme pacificateur pour avoir débuté sa riche vie politique comme délégué du gouvernement congolais chargé des relations avec la mission de l'ONU. Et enfin, ce livre va être porté sur les fonds baptismaux par Christophe Lutundula Apala, n'est-ce pas, qui, avant d'être vice-premier ministre chargé des affaires étrangères aujourd'hui, n'est-ce pas, est un grand acteur historique de ce pays. L'Organisation des Nations Unies constitue un forum international impliqué dans le maintien de la paix et la sécurité internationale et à ce titre agit par voie de résolutions et de recommandations adoptées par ces deux organes qui sont l'Assemblée générale et le Conseil de sécurité. Ces résolutions et recommandations concernent toutes les questions qui menacent la... Voilà, professeur Bongeli, merci d'abord toujours de... Vous avez cette culture de promouvoir les autres. Hein? Vous avez, malgré les niveaux les plus élevés que vous avez atteints, vous avez été, je ne l'ai pas dit, même vice-premier ministre de ce pays, mais vous avez gardé une simplicité dans l'approche et dans les questions nationales, tout en préservant leur gravité. C'est dû à quoi? C'est la sociologie, c'est une philosophie de vie. C'est dû à quoi? Bon, d'abord, la sociologie, qui veut que on étudie les faits tels qu'ils se présentent. Évidemment, il y a toujours une touche personnelle, c'est-à-dire un engagement comme Congolais, n'est-ce pas, un engagement à la résolution des problèmes de mon pays. Or, on ne peut pas résoudre des problèmes du pays en restant dans la complaisance, n'est-ce pas, en analysant les choses de manière superficielle. Il faut aller dans la profondeur des choses, n'est-ce pas, parce qu'il faut tuer le mal dans la racine, et à partir de cette racine que vous avez tuée, planter alors l'arbre du bonheur. En tout cas, c'est une bonne chose. Alors, quand vous lisez les résolutions, évidemment, il a réparti, je crois, ces 3 tomes en période. Hein? Donc, premier tome de 63 à 2006, deuxième tome de 2006 à 2018, et puis de 2019 à 2023. Nous avons lu la première résolution. Quand nous allons à la dernière résolution, nous nous rendons bien compte que l'instabilité du Congo, et d'ailleurs les résolutions deviennent de plus en plus lourdes, deviennent de plus en plus grandes, même dans leur écrit. Avons-nous échoué notre rendez-vous avec les Nations Unies? Parce que, étant l'instance suprême pour le maintien de la paix, mais le Congo n'a pas été en paix, pas un seul jour. Peut-être la paix là des cimetières, la paix où il n'y a pas de contestation, mais il y avait quand même des rebelles, il y avait des contestations en dehors du Zaïre. Donc, avons-nous échoué? Nous les Congolais, avons-nous échoué cette relation avec les Nations Unies? Je pense qu'il ne faut pas parler en termes d'échec. En fait, les Nations Unies n'ont jamais résolu un problème de manière complète. Il y a une donne, n'est-ce pas, locale. Il y a un effort local. Et c'est cet effort local, n'est-ce pas, qui a manqué. Les Nations Unies donnent des résolutions générales qu'il faut appliquer. Et pour cela, il y a des éléments de volonté
il y a des éléments de connaissance, il y a les enjeux, n'est-ce pas, internes et externes. Et là, c'est l'élite locale qui doit jouer ce rôle de manière responsable. Mais lorsque nous laissons tous les problèmes être résolus par les autres, les intellectuels étrangers, et les concepts étrangers, et donc les préoccupations étrangères, nous ne faisons pas, n'est-ce pas, nous ne faisons pas porter sur la table de discussion nos propres préoccupations, nos propres visions, ce que nous voulons, n'est-ce pas? Il arrive que ces résolutions générales ne soient sans pas effet. Voilà. Et là, il faut un travail intellectuel de qualité. Et c'est pourquoi ce recueil nous offre nous offre des éléments de base, n'est-ce pas? Et je voulais même dire, écoutez, il faut que nous ayons un mode d'emploi de l'ONU, n'est-ce pas? L'ONU est là, instrument, mais comment nous l'utilisons, n'est-ce pas? Il faudrait maintenant voir comment en interne nous utilisons ces éléments pour essayer de nous positionner. Parce que quand vous voyez d'autres pays, n'est-ce pas, ce sont toujours les résolutions au niveau général. Et la fin de la guerre, il y a toujours une donne locale, n'est-ce pas? Les belligérants, les rebelles et les pouvoirs, les opposants et ceux qui sont au pouvoir, etc. Donc il y a quand il y a une flamme nationaliste, n'est-ce pas? Nous voyons nous-mêmes que nous sommes en train de nous entretuer. Nous voyons nous-mêmes que nous sommes en train de tuer les pays, tuer les pays, n'est-ce pas? Et nous profitons de tous ces éléments de l'ONU pour essayer de nous forger notre propre voie et sauver notre pays. Alors, évidemment, quand nous prenons les résolutions, nous nous rendons compte, on en parle souvent, que le Congo, qui n'est pas membre du Conseil, n'est pas membre permanent du Conseil de sécurité, parfois de temps en temps, nous sommes membres de l'Assemblée générale, mais le Congo a ce qu'on appelle un rewriter. Donc, le Congo, la plupart des résolutions sont écrites grâce à la France. C'est une bonne chose ou c'est quand même un point d'orgue? Oui. D'abord, il faut savoir que chaque pays est là d'abord pour lui. N'est-ce pas? L'égoïsme de la personne, nous les êtres humains, nous sommes des êtres nés égoïstes. N'est-ce pas? Chacun travaille d'abord pour lui. Personne ne mangera pour vous. N'est-ce pas? Donc, c'est à vous d'abord de vous considérer tel quel. Et cet individualisme, n'est-ce pas? Nous devons le collectiviser, c'est-à-dire un nous collectif. C'est ça la nation. Et donc, chaque nation se présente devant les autres, n'est-ce pas? En égoïste, en cherchant à promouvoir ses propres intérêts. N'est-ce pas? Et quand nous sous-traitons nos problèmes, quand c'est la France, n'est-ce pas, qui doit, ou la Belgique, ou je ne sais pas quel autre pays, qui doit porter notre problème au devant de la scène, n'est-ce pas, ce n'est pas très recommandable. Et cependant, nous ne sommes pas membres du Conseil permanent de sécurité, n'est-ce pas? Il y en a seulement 5. Et ce sont 5 puissances qui ont parfois des intérêts contradictoires, n'est-ce pas? Vous savez, la lutte entre l'Orient et l'Occident, mais ils sont tous là, n'est-ce pas? Mais maintenant, il nous appartient à nous. Et ça, c'est un travail intellectuel que ne peut réaliser que l'élite locale, c'est-à-dire nous, n'est-ce pas? Nous devrons donc savoir quel type, comment utiliser, n'est-ce pas, ces rivalités pour trouver et pour tirer notre épingle du jeu. Mais lorsque nous restons, n'est-ce pas, passifs, nous laissons l'autre faire, il peut le faire, mais en fonction de ses propres intérêts, n'est-ce pas? Et donc nous devons être vigilants. Être capable de le faire. Être capable de le faire. Et pour bien être capable de le faire, il faut lire, n'est-ce pas? Il faut pénétrer toutes ces résolutions et savoir comment nous
on entend implémenter ce qui a été décidé pour nous. Et je pense que de ce côté-là, on doit dire que nous avons... quelques problèmes. Oui. Vous êtes généreux, prof, pour ne pas dire que nous avons échoué. Voilà. Alors, prof, nous allons lire la résolution, parce que la première, nous l'avons lue, elle portait sur la capacité de consolider ces jeunes États qui venaient à peine de sortir de la colonisation, qui étaient déjà menacés. Et pour pouvoir aider le Congo à rester un pays uni, les Nations Unies ont toujours envoyé des missions d'observation ici, qui sont même devenues des missions de maintien de la paix. Nous en avons connu une des plus longues d'ailleurs, qu'on appelle la MONUSCO, et qui a succédé la MONUC. Avant, il y avait l'ONUC. Maintenant, dans la dernière résolution, je crois que c'est la 27-17, voilà, je vais lire simplement la note de l'auteur, parce qu'il explique un tout petit peu le texte intégral. Cette résolution, qui est prise en 2023, parle du retrait progressif, responsable et durable des troupes de la MONUSCO de la RDC. Pour les Sud-Kivu, les retraits devraient être définitifs en avril 2024. Donc nous sommes déjà au mois d'avril. Quant au reste des troupes onusiennes, elles devraient se concentrer au nord Kivu et à Ituri. Comme tout le monde peut s'en apercevoir, les retraits de troupes de la MONUSCO appellent quelques dispositions à prendre par le gouvernement congolais, notamment disposer d'un plan d'occupation et de gestion des espaces abandonnés par les troupes des Nations Unies par celles de la police et des forces armées, prévoir un budget conséquent pour le déploiement des troupes congolaises dans les espaces abandonnés, faute pour la RDC de disposer de ces plans et d'assurer un déploiement de ces troupes, les espaces libérés par les troupes des Nations Unies vont être des incubateurs des nouveaux groupes armés pour y asseoir une autorité de fait. Le ministère en charge des Affaires intérieures et la Défense nationale sont donc les responsables de l'accompagnement du retrait des troupes de la MONUSCO à travers une stratégie alternative conséquente. L'on comprend, et ça c'est l'auteur qui note, pourquoi la résolution parle d'un retrait responsable et durable. Tout porte à croire que si les conseils de sécurité estiment qu'il n'y a aucune disposition prise dans le sens de maintenir la paix dans les parties abandonnées, rien n'indique qu'il ne pourrait revenir sur sa résolution en vue de se rassurer que la MONUSCO ne laisserait pas derrière elle plus de problèmes qu'elle en avait avant le retrait. C'est assez angoissant. Vous qui êtes des nationalistes confirmés, vous vous battez pour que le Congo reprenne sa souveraineté, la gestion de son espace. Cette résolution-là indique quand même que nous sommes dans une zone de grande fragilité. Merci beaucoup. Vous venez bien de le dire, n'est-ce pas, que nous sommes dans une zone de grande fragilité. Encore une fois, on sent, n'est-ce pas, un échec de nous, n'est-ce pas? Notre échec. Nous sommes tous, enfin, y compris moi-même, n'est-ce pas? Nous avons tous parlé de retrait de la MONUSCO, tout ça, n'est-ce pas? Il faut nous laisser nous battre seuls, etc., etc. Tout le monde le sait. C'est demandé depuis une dizaine d'années. Et même la population, n'est-ce pas, a marché. A marché. Il y a même eu des problèmes. Voilà. Alors maintenant, on se pose la question, si aujourd'hui la MONUSCO partait de manière brutale, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui arriverait en l'absence d'une organisation, n'est-ce pas, de notre part? Ce sont les groupes armés qui vont reprendre toutes ces positions. Donc, il a fallu que nous, à notre niveau, et l'auteur l'explique très bien dans ses annotations, n'est-ce pas, qu'on se prépare à occuper par la police et par l'armée les positions que la MONUSCO avait prises, qui va abandonner. Voilà, qui doivent abandonner pour que nous puissions, n'est-ce pas, reprendre
et essayer de nous défendre seuls. Et de ce côté-là, n'est-ce pas, il faut le reconnaître, il y a un échec de notre part, n'est-ce pas? Donc, encore une fois, mode d'emploi de l'ONU. Ils ont parlé et il nous appartient à nous d'affûter des stratégies idoines pour pouvoir, n'est-ce pas, nous récupérer nos droits. Parce que maintenant, si la MONUSCO partait aujourd'hui, n'est-ce pas, les rebelles, en l'absence, comme je l'ai dit, d'une organisation, les rebelles risquent de prendre ces positions et nous n'aurons pas résolu le problème. Et donc, encore une fois, il y a une responsabilité qui nous incombe. Une responsabilité pas seulement politique, mais une responsabilité intellectuelle. Parce que l'intellectuel doit aussi éclairer la politique. N'est-ce pas? Souvent, on nous a... C'est trop facile de critiquer les politiciens. N'est-ce pas? Moi, j'ai l'avantage d'avoir été dans les deux mondes. N'est-ce pas? C'est très facile de critiquer le politique, c'est la faute aux politiciens. D'ailleurs, c'est une des stratégies de l'impérialisme. Faire en sorte que une population et son élite sont en conflit. Non, entrent en conflit avec les dirigeants, n'est-ce pas? Ignorant parfois les pressions auxquelles les dirigeants sont placés, n'est-ce pas? Mais il nous appartient à nous de trouver ces solutions-là, n'est-ce pas? De réfléchir pour que et l'élite militaire, et l'élite intellectuelle, et l'élite de la classe politique, n'est-ce pas? Nous puissions faire un effort pour intellectualiser les stratégies que nous prenons, n'est-ce pas? Vous savez, nous les hommes de sciences, enfin, nous les hommes de sciences, quand nous entrons en politique, nous nous laissons facilement politiser. Et vous perdez... Et nous ne faisons aucun effort pour intellectualiser la politique. C'est ainsi que quand le prof Kisangani, n'est-ce pas, qui a présenté Julien Paluku, il a parlé de lui comme un homme politique s'intellectualisant, n'est-ce pas? Il faut qu'il y ait une symbiose entre les deux. Parce que une action politique non réfléchie amène à la catastrophe, n'est-ce pas? Et une réflexion intellectuelle qui ne mène pas, n'est-ce pas, à des actions politiques, c'est vraiment de l'étourdissement, c'est de la masturbation intellectuelle. Il faut qu'on arrive, n'est-ce pas, à marier les deux. Et ici, j'insiste beaucoup sur ce fait que nous ne devons pas, n'est-ce pas, nous en prendre toujours aux autres. Faisons une auto-analyse. Ce que j'appelle moi une psychanalyse collective, n'est-ce pas? Pour déceler en nous ce qui ne va pas. Qu'est-ce qui nous empêche de? Qu'est-ce qui nous empêche de? Qu'est-ce qui fait que nous, qui avons toutes ces matières, n'est-ce pas? Ceux qui en ont besoin préfèrent passer par ceux qui nous les arrachent plutôt que de collaborer avec nous. Donc nous devons réfléchir, nous devons nous auto-analyser. Quand je dis que le Congo n'a pas d'intellectuels, les gens s'en prennent toujours à moi, que j'exagère, etc., etc. Mais prouvons-le. Prouvons notre intellectualité, n'est-ce pas, en étant capables de résoudre nos problèmes. Voilà. Il y a des dispositions que l'ONU a prises, mais que nous ne savons pas appliquer, non plus par la faute de l'ONU, mais par la faute de nous-mêmes. Nous allons lire un extrait du préfacier. Vous l'avez cité, Vital Kamerhe. Juste dans la préface, il dit, et vous venez de le dire d'ailleurs, il est curieux d'observer que les résolutions des Nations Unies sont parfois ignorées par les destinataires concernés et ne sont maîtrisées que par une frange de citoyens qui en font leur affaire alors qu'elles devraient, au contraire, être vulgarisées et connues de tous les acteurs de la vie nationale, politique et scientifique. Il le dit un peu. Alors moi, je vous pose une question, maintenant je vais vous la poser en intellectuel, vraiment intellectuel libre et conscient. Je connais
c'est une question qui me taraude. Depuis que nous lisons les résolutions, de la première à la dernière, je me pose vraiment la question. Quand vous lisez la volonté internationale, quand vous lisez ce que la communauté internationale veut réellement, en fonction de ce qu'est notre pays, en fonction de ce qu'il représente dans les solutions du monde, vous l'avez dit tout à l'heure, pensez-vous vraiment que la communauté internationale a besoin d'un Congo réellement indépendant? Pensez-vous vraiment? Parce que, vous le remarquez, dès les premiers moments, l'instabilité était au rendez-vous. Et les derniers moments que nous vivons, ça signifie, si nous partons, vous risquez de devenir pratiquement une zone sauvage. Nous devons donc rester avec vous. Or, la mission des Nations Unies, la toute dernière, est là plus de 18 ans dans le pays, plus de 20 ans. C'est comme ça que je me pose la question, est-ce que la communauté internationale n'a-t-elle pas décidé de co-gérer ce pays, d'en faire une zone internationale? Et que toutes les résolutions, quand vous les regardez, c'est vrai qu'elles vantent un peu notre souveraineté, mais en réalité, elles installent la force internationale ici. C'est une question que je vous la pose aux professeurs, je vous la pose aux sociologues, mais je la pose aussi à l'homme que vous êtes, à l'âge que vous avez vécu tout ça. Avec le recul du temps, on est en train de se demander si nous n'avons peut-être pas compris ce message. Ne sommes-nous pas en train de nous battre contre des montagnes, en fait, et que notre sort est décidé et que les résolutions nous envoient des messages indirects que nous n'interprétons pas? Merci beaucoup. Vous avez posé là un problème extrêmement important. Il faut savoir que nous ne sommes pas les seuls. Toutes les nations du monde sont confrontées à ces problèmes, n'est-ce pas? L'Amérique les États-Unis auraient bien souhaité que la Chine soit déchiquetée, n'est-ce pas? La Chine elle-même aurait souhaité que l'Amérique soit anéantie, n'est-ce pas? L'Amérique, même avec leurs alliés européens, si vous suivez très bien, beaucoup d'analystes européens montrent comment, n'est-ce pas, l'Amérique est en train de les affaiblir, n'est-ce pas, les reproches qu'on fait à Macron, etc., n'est-ce pas? Donc, toutes les nations du monde sont menacées, n'est-ce pas? C'est comme vous êtes là, n'est-ce pas? Vous devez vous protéger parce que vous ne savez pas. Peut-être que même votre voisin, n'est-ce pas, votre collaborateur, ou même moi, je peux sauter sur vous à tout moment, n'est-ce pas? Ça peut arriver. Donc, nous devons avoir cette vigilance. Nous devons savoir que notre pays, avec tout ce qu'il a, avec 9 voisins potentiellement hostiles, n'est-ce pas? Nous devons donc savoir que nous ne sommes pas les seuls et que nous devons nous protéger. Et cette protection, n'est-ce pas, c'est de l'autoprotection. D'abord ça. Vous savez, mon cher William, si on vous agresse dans votre maison, n'est-ce pas, vous vous mettez à crier. Mais il faut aussi vous défendre pour que le voisin, quand il vient, il vous trouve vivant. N'est-ce pas? Si le voisin vous trouve mort, il n'aura plus rien à sauver. L'intervention voilà. n'a pas Donc, de sens. nous devons donc nous-mêmes nous organiser pour nous autoprotéger. N'est-ce pas? Cette autoprotection est nécessaire avant que les autres ne viennent. N'est-ce pas? Et pour cela, nous devons nous organiser en conséquence. En ce qui nous concerne, n'est-ce pas? Aucune nation au monde ne peut vouloir nous voir. Hein? Dieu nous a donné tout ce que nous avons là. Pourquoi et pourquoi pas à nous? Et quand nous nous disons, non, c'est la terre de nos ancêtres. Non, la terre est... eux disent, écoutez, vos ancêtres ont produit la terre dans quelle usine? Ils n'ont pas fabriqué la terre. C'est un patrimoine de l'humanité. La terre appartient non seulement à celui qui la possède, mais celui qui sait l'utiliser, le protéger, n'est-ce pas? Et donc le développer.
Voilà. Or, quand nous offrons toujours cette image d'un pays où nous nous battons toujours entre nous, n'est-ce pas? Nous ne nous mettons pas d'accord sur un mode d'organisation qui puisse faire que, n'est-ce pas, nos linges sales se lavent en famille et que nous puissions donc, comme un seul homme, n'est-ce pas, parler de nous aux autres ou contre les autres, mais nous comme un nous collectif. N'est-ce pas? Quand nous sommes toujours divisés, voilà ce qui arrive. N'est-ce pas? Donc, nous devons savoir que la communauté internationale n'est pas là pour nous protéger. Elle est là, n'est-ce pas? Mais elle nous respectera dans la mesure où nous-mêmes, nous aurons une organisation qui puisse nous faire respecter, n'est-ce pas? Où nous-mêmes, nous aurons des forces de sécurité pour protéger notre territoire, n'est-ce pas? Et où nous aurons des modèles économiques pour rendre notre pays puissant. Nous devons développer une puissance, n'est-ce pas? Ce n'est pas en vendant les minéraux de coltan, de cobalt ou de cuivre que nous allons nous développer, n'est-ce pas? Nous devons chercher la valeur ajoutée. Quand nous exportons notre bois sous forme de grumes, n'est-ce pas? Alors que si nous le faisions, si nous le traitions ici, nous pouvons avoir des revenus beaucoup plus grands. Quand nous exportons notre diamant sans le tailler, n'est-ce pas? Donc nous mangeons nos fruits comme des singes dans la forêt, n'est-ce pas? Nous ne cherchons pas à nous industrialiser. La valeur ajoutée. Voilà. Nous, sans valeur ajoutée. Nous importons tout, même les cure-dents nous importons. Bon, il y a quand même eu une usine de fabrication de cure-dents. Et d'ailleurs, c'est même le ministre auteur de cet ouvrage qui l'a inauguré. Oui. Alors, il faudrait qu'à partir de là, n'est-ce pas, que nous puissions produire, ne fût-ce que ce dont nous avons besoin, ne fût-ce que la nourriture. Quand aujourd'hui, on nous amène une théorie économique, n'est-ce pas, qui nous met dans cette condition, la théorie économique de Ricardo, les avantages comparatifs, n'est-ce pas? Si vous pouvez importer le riz de Thaïlande moins cher que produire le riz à Bumba, cessez de produire le riz à Bumba. La conséquence, c'est quoi? On importe et on abandonne Bumba, n'est-ce pas? Et les gens, les ruraux, viennent gonfler les villes et donc le pays est gangréné de la sorte. Vous l'avez dit et vous le direz tout le temps parce que c'est votre créneau. Nous devons compter sur nous-mêmes d'abord. Il ne faut pas que ceux qui viennent en aide nous trouvent déjà morts. Nous allons prendre un deuxième extrait, toujours dans votre discours de présentation. On ne peut pas tout montrer, mais nous pensons que dans une page magazine, nous allons montrer toute la présentation que vous avez eu à faire à l'hôtel Le Fleuve Congo sur l'ouvrage important, requis à noter des résolutions de l'Assemblée générale des Nations unies et du Conseil de sécurité des Nations unies sur la République du Congo de 1960 à 2023. Nous allons suivre un deuxième extrait avant de faire les conclusions de cette émission. Est-ce que je peux aller? Oui, oui. Sur nous-mêmes. Enfin, je recommande à tous la possession de ces livres pour consultation dans son riche contenu comme répertoire de résolutions onusiennes sur la RDC. Je vous en recommande l'achat pour lecture fécondante. Pas l'achat pour classer, pour classement, mais l'achat pour lecture. Je souhaite que la MONUSCO en acquiert en grande quantité pour diffusion dans les grandes écoles au pays, pour diffusion des connaissances sur l'action onusienne internationale sur la RDC et pourquoi pas les diffuser même ailleurs dans le monde parce que c'est un exemple, n'est-ce pas, d'un recueil qui réunit tout à la fois. À tous et à toutes, je souhaite une bonne et fructueuse lecture, mais avant de terminer, n'est-ce pas, je voudrais dire un petit mot, n'est-ce pas, sur l'intellectualisation, n'est-ce pas, de la vie au Congo.
on ne peut émerger que par la science. Et la science, n'est-ce pas, ne se ramasse pas par terre, ne s'obtient pas par les rumeurs, ça s'obtient par un travail réfléchi et justement, n'est-ce pas, il faut écrire. Tout ce que vous avez comme expérience, il faut écrire. Je vois, n'est-ce pas, leurs excellences, les députés et n'importe quel citoyen, écrire n'est pas quelque chose de miraculeux. N'est-ce pas? Ce n'est pas donné seulement à ceux qui ont des doctorats. Même un illettré peut écrire en sa langue. Mais quand vous écrivez, n'est-ce pas, vous donnez matière à réflexion à ceux qui vont vous lire. Et je parle là, n'est-ce pas, au nom des éditions L'Harmattan, qui viennent aussi d'obtenir, n'est-ce pas, la gestion des éditions Academia, n'est-ce pas? Il y a le professeur Léon Matangila, Petit Nangaï, n'est-ce pas? N'est-ce pas? S'il peut s'élever pour qu'on le voit. Voilà. Le professeur Léon Matangila est là, n'est-ce pas? Et il a comme encadreur moraux, n'est-ce pas? Le professeur Bongeli, n'est-ce pas? Que vous connaissez très bien, qui en est le président du conseil d'administration. Et j'ai peur de dire que c'est mon adjoint, n'est-ce pas? Il est tellement immense que je ne peux pas dire qu'il est mon adjoint. Parce que nous tous, nous profitons, n'est-ce pas, de son encadrement, le professeur Isidore Ndaïwe. Alors, les éditions L'Harmattan, n'est-ce pas, RDC, nous recevons les manuscrits, n'est-ce pas, que nous aidons à mettre sous forme de livres et nous attendons, n'est-ce pas, tous les faiseurs de l'histoire de la RDC, c'est nous tous ici, n'est-ce pas, vos expériences positives, les erreurs que vous avez. Voilà, professeur, vous l'avez dit, il faut intellectualiser, il faut écrire, il faut... quels sont les derniers mots que vous pouvez... Vous avez donné les micros, voilà. Qu'est-ce qu'on peut retenir de cet ouvrage? Vous l'avez déjà présenté, mais en quelques mots, qu'est-ce que vous pouvez dire au peuple aujourd'hui? Vous qui avez lu cet ouvrage, qui l'avez présenté, qui l'avez soutenu, qu'est-ce que vous pouvez donner comme message? Merci beaucoup. Cet ouvrage, il faut le considérer comme un ouvrage interpellant, n'est-ce pas? Et au Congo, nous avons l'habitude de nous sur-auto-évaluer, n'est-ce pas? Grand pays, possède ceci, possède cela, etc. Nous n'évaluons pas, n'est-ce pas, notre capacité comme homme à gérer cet immense pays. Qu'est-ce que nous devons faire ensemble pour doter ce pays d'une puissance? Parce que tant que nous n'aurons pas développé une puissance, n'est-ce pas, nous serons toujours considérés tels qu'on nous considère aujourd'hui, n'est-ce pas? Les hommes politiques, n'est-ce pas? Essayons, il y a toute une stratégie. C'est vous qui avez dit que il y avait la communauté internationale n'avait pas intérêt, n'est-ce pas, à nous voir nous organiser. Vous savez que dans ces pays, il y a en Afrique en général, il y a une campagne, n'est-ce pas, d'imbécilisation massive. J'utilise là le terme de fait mon ami de très heureuse mémoire, Kamana, n'est-ce pas, le philosophe Kamana, n'est-ce pas, qui a parlé de cette imbécilisation des masses, n'est-ce pas? On nous donne le football à gogo, même dans les villages aujourd'hui, on parle de Barça et de Saint-Germain, n'est-ce pas? On nous donne des séries de télévision distrayantes, n'est-ce pas, et abrutissantes. On nous donne des débats incongrus, n'est-ce pas? On nous apporte une évangélisation anarchique, n'est-ce pas? Tout ça pour nous faire sortir pour nous éloigner des débats réellement constructifs. Et un débat constructif, il faudrait aussi que nous ayons des attitudes conséquentes, n'est-ce pas? Qu'on accepte la critique,
qu'on accepte la critique, qu'on discute entre nous, n'est-ce pas? Quand quelqu'un a écrit, qu'un autre lise, s'il vous fait la critique, c'est celui-là votre ami parce qu'il va vous permettre d'améliorer, n'est-ce pas? Et nous, comme Congolais, que nous ayons, n'est-ce pas, des cercles de réflexion pour réfléchir sur l'avenir de notre pays, n'est-ce pas? Des think tanks qui font fonctionner, n'est-ce pas? Qui vont nous faire fonctionner comme de véritables hommes. Et tous ces éléments, n'est-ce pas? Il faudrait qu'il y ait un esprit. Je vais terminer par donner l'exemple qu'on ne nous enseigne pas de la Corée du Sud, qui était à un niveau pire que nous aujourd'hui, en 60, n'est-ce pas? Et vers les années 70, au début des années 70, le président Mobutu a fait des dons des bancs. Je vous dis bien, dons à la Corée du Sud, dons du Zaïre. Quand vous allez dans leur musée, n'est-ce pas, il y a des bancs là-bas, dons du Zaïre. Et quand le général, je maîtrise mal les noms asiatiques, n'est-ce pas, il y a un général qui a pris le pouvoir, n'est-ce pas, il a changé de paradigme. Changé de paradigme, c'est-à-dire, il dit, on nous a dit de travailler 8 heures par jour. Mais nous, comme nous sommes en retard, nous travaillons 16 heures par jour. N'est-ce pas? Et tout le monde a été mis au pas. Les Coréens ont travaillé pendant 16 heures par jour. N'est-ce pas? Les études en Corée, c'est pas facile. Un étudiant coréen, d'abord, les concours commencent dès la maternelle, n'est-ce pas? Un étudiant coréen, un élève coréen, il travaille comme un fou, n'est-ce pas? Et grâce à ça, ils ont récupéré tous les retards. Un petit pays, du point de vue de la dimension, pauvre du point de vue des ressources, n'est-ce pas? Se hisse aujourd'hui au 10e rang mondial, n'est-ce pas, de puissance économique mondiale, grâce à ce travail d'intelligence. Et chez nous, au lieu de tourner le dos à l'intelligence, n'est-ce pas, de promouvoir des... Bon, je m'excuse beaucoup, je voulais parler des imbécilités, mais c'est trop... Ce n'est pas courtois, n'est-ce pas? Au lieu de promouvoir tout ce qui... de futilité, n'est-ce pas? Il faudrait que nous puissions nous concentrer, sur l'essentiel, commencer à réfléchir sur l'essentiel. Même les débats politiques, n'est-ce pas? Les débats politiques doivent porter sur des problèmes essentiels. Notre constitution, il faudrait que notre constitution ait des assignations, n'est-ce pas, claires, pas seulement sur le partage du pouvoir, mais sur le modèle qui doit nous aider à promouvoir notre pays. Merci beaucoup, professeur Bongeli. Vraiment, merci d'avoir été à Chemin Critique. Vous nous avez aidé à comprendre cet ouvrage. J'espère que les intellectuels vont le lire, les étudiants, les profs d'université. D'ailleurs, l'auteur lui-même, en concluant, il dit que son usage à bon escient, a de quoi éveiller la conscience patriotique du gestionnaire de la chose publique d'aujourd'hui et de demain sur le lourd passif que traîne la République démocratique du Congo depuis 6 décennies déjà. Il est par ailleurs susceptible, cet ouvrage, de déclencher un sursaut citoyen pour tous ceux qui portent la RDC dans leur cœur. Ce répertoire peut en plus servir d'outil de base pour la planification dans n'importe quel secteur de la vie nationale, tant il présente d'une manière ou d'une autre l'état des lieux général du pays. Lorsque l'ampleur des problèmes est perçue dans sa toute netteté, la thérapie peut suivre en conséquence. Merci donc à Julien Paluku Kaongia pour avoir donné de lui-même et en donnant à la nation ces recueils annotés des résolutions de l'Assemblée générale et du Conseil de sécurité des Nations Unies sur la République démocratique du Congo depuis 1960 jusqu'en 2023. Recueil qui a été présenté au monde et surtout lu par le professeur Émile Bongeli, qui vient d'ailleurs aujourd'hui de nous rappeler
que nous devons éviter, et j'apprends les termes, nous devons éviter l'imbécilisation des masses. Nous avons intérêt à cultiver l'intelligence et à faire des conquêtes importantes pour permettre au pays de décoller. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. C'est moi qui vous remercie. C'est donc la fin des chemins critiques. J'espère vous retrouver à une autre occasion. En tout cas, chaque jour est une vie, comme dit JMK. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir. Voilà. Merci beaucoup.